Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Yoga en vous. L'été, c'est souvent le moment où tout change un peu de rythme, les horaires, les habitudes, les lieux et parfois notre rapport au corps aussi. Alors je me suis posé cette question, est-ce qu'on peut vraiment vivre le yoga en vacances, même quand on n'a pas son tapis sous la main ou qu'on a juste envie de lâcher prise? Pour explorer ce sujet, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Gwenaëlle, qui est professeure de yoga. Tu vas voir, Gwenaëlle incarne un yoga vivant, sensible, respectueux du rythme de chacun. Elle enseigne donc le yoga, mais aussi le Wo Tai, une pratique de soins douce basée sur le mouvement, et l'Ayurveda, cette médecine traditionnelle indienne. On s'est rencontrés, virtuellement pour l'instant, grâce à nos deux enseignants, Serge Gatineau et Catherine Bellière. Et j'avais très envie de lui poser cette question simple. Comment vivre le yoga autrement pendant les vacances? Dans cet épisode, on a parlé de pratiques personnelles, de gestes simples qui nous relient au souffle, au corps, même quand on n'a pas de tapis. Et on a évoqué aussi les ajustements liés à l'été, à la chaleur, à l'énergie du feu, et ce que l'Ayurveda peut nous inspirer pour vivre un été plus conscient, plus aligné. Et puis, comme toujours dans ce podcast, on a parlé d'écoute, de liberté et de douceur. J'espère que tu trouveras dans cette conversation des idées, des élans, ou juste un soulagement si toi aussi tu te demandes « Est-ce que je fais assez de yoga cet été ?» Bonne écoute. Bienvenue Gwenaëlle, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode. Merci Bérangère. Alors je te propose que avant d'aller plus loin et de te poser mes questions donc sur le yoga en vacances, je te présente la présentation justement que j'ai faite de toi Oui. Et qui va intéresser je pense tous les auditeurs. Donc tu as découvert le yoga il y a 15 ans il me semble en Allemagne pendant tes études et très vite ça a été une évidence, une rencontre marquante qui t'a mise sur un chemin que tu n'as plus quitté. Mais avant même de croiser le yoga, tu étais déjà dans une pratique de mouvement très subtile avec une gymnastique énergétique japonaise, ce qui montre que très tôt, tu t'es tourné vers des pratiques qui font circuler l'énergie, qui relient le corps et l'esprit. Et tu t'es formé au yoga avec une approche très complète, à la fois précise, ancrée, mais aussi libre dans le mouvement. Et au fil des années, tu as élargi ta pratique avec deux autres grandes disciplines qui sont devenues des piliers de ton enseignement, l'Ayurveda, donc la médecine traditionnelle indienne, et le Wo Tai, je ne sais pas si je prononce bien, un soin ostéopathique doux basé sur le mouvement qui est presque une danse. Et aujourd'hui, tu te nourris de ces trois pratiques, donc yoga, Wo Tai et Ayurveda. Tu les explores depuis des années, tu continues à te former inlassablement, et c'est d'ailleurs l'une des choses que j'admire chez toi, et tu les transmets à travers des cours collectifs, des séances individuelles, des stages, des retraites. Et d'ailleurs, c'est grâce à nos deux enseignants communs, Serge Gatineau et Catherine Bellière, que nos chemins se sont croisés, pour l'instant virtuellement. Tu accompagnes des publics très variés, donc à la fois des sportifs, des personnes avec des besoins spécifiques, des femmes enceintes, des enfants, des familles, et toujours avec cette même envie de rendre le yoga vivant, ajusté et profondément respectueux de chaque personne. Tu n'enseignes pas un yoga figé, mais un yoga qui évolue avec toi, avec tes expériences et tes apprentissages. Alors, est-ce que cette présentation te convient? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? C'est plutôt il y a 20 ans maintenant que je pense qu'il faudrait que je mette mon site à jour. Ah, Oui. d'accord. Entre-temps, j'ai pris de l'âge. Oui, c'était au Hmm. début de la vingtaine, donc oulala, c'était même plus de 20 ans que j'étais en Allemagne. Mais oui, c'est bien en Allemagne que j'ai découvert le yoga. Et effectivement, euh, ce qui m'a mené à ça, c'est cette immersion quand j'avais 14, 15, 16, enfin jusqu'à mes 18 ans finalement. Cette immersion dans cette approche. euh, qui était posturale et énergétique, cette approche en mouvement. Euh, C'était dispensé par mon kiné qui faisait du shiatsu aussi, du jujitsu, enfin plein d'arts comme ça, énergétiques et posturaux. C'était quand même assez postural. Mais toujours dans la douceur, toujours dans la fluidité, dans une forme de justesse aussi déjà. C'est lui qui m'avait recommandé à l'époque, je me rappelle, de faire du yoga. Et je ne l'ai pas mis en application tout de suite. J'ai commencé à en faire quand j'en ai senti le besoin dans mon corps, en fait. Comme beaucoup Ah, de personnes, hein, j'ai commencé à le pratiquer un peu en situation d'urgence.
quand j'étais D'accord. mal au dos, j'étais stressée, etc. Et Mm. je crois que c'est un point de départ de pratique de beaucoup de personnes. Mais je Mm. connaissais déjà d'avant, ouais. Mm. D'accord. Je te propose qu'on attaque maintenant avec le cœur du sujet. Donc, on va parler en fait du yoga en vacances. Donc, je voulais savoir, Gwenaëlle, à quoi vont ressembler tes vacances cette année? Est-ce que tu vas changer de rythme ou est-ce que tu vas garder une certaine structure dans tes journées? Structure de toute façon, oui, parce que j'ai un enfant. Et je pense que Ah, un enfant est obligé d'avoir un minimum de structure. J'ai pas vraiment énormément de vacances de prévues et il y a une part d'inconnu. mm, Par exemple, là, je vais emmener mon fils en stage de hockey. Il fait du hockey sur glace, rien à voir avec le yoga. mm, Et donc là, je sais que je vais avoir du temps pour moi en journée et que je vais pouvoir, moi, me balader, avoir des petites pratiques pour moi de yoga, travailler sur différentes choses sur lesquelles je dois travailler ou je veux travailler, aller me baigner, ce genre de choses. Je sais qu'après, j'ai prévu de continuer, mais quand je reviens chez moi, j'ai prévu de continuer des séances individuelles et j'ai quelques séances prévues de yoga en forêt, etc., de yoga enfant avec une médiathèque. mm. Euh, je pars en stage aussi avec nos enseignants communs, donc Catherine Oui, et Serge, début août. Après, j'ai vraiment une semaine de vacances où j'ai prévu de pas faire grand-chose, à vrai dire, et d'aller me baigner à la mer. Et puis ensuite, c'est fin août et je reprends le travail de nouveau avec des séances individuelles, je pense des stages, si tout se passe bien. Et puis, je vais travailler dans une école aussi. Je vais faire des interventions dans une école qui font l'école ouverte, c'est-à-dire des cours de soutien en quelque sorte, des cours de remise en mouvement avant la rentrée. Et je fais des interventions de yoga avec ces enfants-là. On travaille sur la concentration, sur la proprioception, des petits jeux mm, pour arriver à se recentrer. Voilà. Donc finalement, l'été sera vite passé et je vais quand même relâcher en soirée, je vais pouvoir relâcher le matin et probablement me lever un peu plus tard que ce que je ne fais, même si je suis quand même une lève-tôt. Et ouais. pouvoir aussi avoir du temps pour moi le soir, donc ça va être appréciable, mais il n'y a pas un énorme changement de rythme. Les Mm. énormes changements de rythme, ça me perturbe trop quand ça coupe. J'ai du mal après, j'ai une remise en route qui est un petit peu laborieuse, donc je garde quand même une certaine structure. Mm, d'accord. Est-ce que pendant l'année, tu as une pratique personnelle de yoga? Oui, et elle est mouvante, je dirais. Elle Ah, s'adapte vraiment à plein de paramètres. Elle s'adapte à mes besoins. Alors, j'ai quand même des lignes directrices parce que j'ai des zones de faiblesse, comme tout le monde. Et je sais que si je les travaille pas, ça va s'aggraver. Parfois, je les mm, travaille pas et effectivement, ça s'aggrave. On est comme nos élèves, hein, mm, pour ça, il n'y a mm, pas de mystère. Mais donc, j'ai quand même quelques éléments que j'essaye de faire très régulièrement. Et puis après, j'adapte selon mes besoins en particulier, mon énergie, la saison, le temps dont je dispose. oui. Et parfois, la pratique que j'ai personnelle, elle peut être assez longue le matin ou le soir. Plutôt le soir, j'ai plus de temps. Ou alors très morcelée dans la journée, j'essaye de grappiller 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Mm, C'est pas une pratique figée, ça c'est sûr. mm, d'accord. Ok. Et est-ce que ta pratique donc change pendant l'été? En- Elle change parce qu'il fait chaud et que Oui. quand il fait chaud, c'est nécessaire de changer sa pratique pour quasiment tout le monde. Peu de monde peut continuer une pratique intense, par exemple. C'est pas très bon d'avoir une pratique qui fait transpirer ou qui sollicite beaucoup le corps quand il fait chaud. Ça coupe l'énergie, c'est très énergivore. Et moi, de toute façon, je pourrais pas. Je suis très sensible à la chaleur, donc oui, j'adapte. J'ai une pratique beaucoup plus. J'ai déjà une pratique assez lente, mais là, elle est encore plus lente. Et, euh, et j'essaye de faire en sorte qu'elle soit assez rafraîchissante, qu'elle permette de contrebalancer tous les effets un petit peu négatifs de ce temps lourd, chaud, parfois humide et chaud, Mm, qui peut être un peu oppressant. Donc, ouais. donc oui, Et, j'adapte carrément. et par exemple, tu fais quoi du coup pour avoir une pratique rafraîchissante? Bah, par exemple, il y a des pranayama, il y a des techniques de respiration qui sont rafraîchissantes. Donc Ah celles-là, oui. à force de les avoir expérimentées, c'est des pratiques que je peux faire soit vraiment, je les prévois à l'avance, je me dis, bon, bah, maintenant,
dans ma pratique, je finirai par ce pranayama ou je commencerai par ce pranayama, soit de façon plus morcelée. Si j'ai une pratique plus morcelée dans la journée, je sais que je vais pouvoir avoir recours à Shitali. Enfin, moi, je fais Oui, Shitkari parce que je peux pas rouler ma langue en rouleau, oui. j'en suis Moi non incapable. plus. Donc, je vais avoir cette pratique de pranayama. Je vais avoir une pratique. Je vais pas faire trop de postures debout, où je vais en faire moins. Je vais aller plus au sol, ce genre de choses. Mais je fonctionne de façon assez instinctive. Et après, quand je travaille mes cours, je vais réfléchir, je vais faire des liens. Mais pour moi, je suis plus dans l'expérimentation et ouais, dans quelque chose d'intuitif. D'accord. L'été, pendant les vacances, c'est plutôt le soir aussi que tu pratiques parce que tu as plus de temps que le matin, c'est ça? Ou ça peut varier, comme Alors, tu ça peut disais. varier. Ouais, je suis vraiment pas quelqu'un de très, j'allais dire de très organisé, si, par la force des choses, mais je m'adapte, on va dire. Hmm. J'ai du mal à me tenir à quelque chose de très rigide. Pour moi, c'est difficile. Ça a toujours été difficile. Donc, si je me dis, je me lève tous les matins à 6 heures et je fais ma pratique de yoga, je sais que ça marchera pas au bout d'une semaine, j'y arriverai pas. Donc, Ah oui, je préfère me dire, il faut que je le fasse dans la journée. Je vais le faire dans la journée, mais le matin, je détermine. Si j'ai pas pu le faire le matin, je me dis, bon, ben, à ce moment-là, je le ferai et je m'y tiens. ouais, d'accord. Mais je me mets pas cette grosse pression parce que clairement, avec mon tempérament, ça passera pas. Je vais tout abandonner très vite. Ah oui, d'accord. Est-ce que l'Ayurveda influence ta pratique pendant l'été, pendant les vacances? Elle influence ma pratique même toute l'année et forcément pendant les vacances et pendant l'été. Euh, Ma rencontre avec l'Ayurveda, ça m'a permis de mieux saisir comment je fonctionnais. Même si je suis toujours en train d'explorer comment je fonctionne, parce qu'il y a le fonctionnement intrinsèque à la personne, selon la constitution ayurvédique de base, celle de naissance, qui est censée nous diriger toute notre vie. Mais il y a aussi tous les déséquilibres, et ça, j'en suis pleine. Ah oui, hmm. Et tous les déséquilibres, ils sont à prendre en compte. Et comme c'est assez fluctuant ces dernières années, depuis le Covid notamment, pour moi, c'est assez fluctuant. Euh, je... Ça me permet, moi, d'adapter, parfois heureusement, parfois malheureusement, c'est-à-dire que je me plante. Ça me permet d'adapter ma pratique, oui. Hmm. Et donc pendant l'été, par rapport à ce que je disais précédemment, l'Ayurveda, il a cette sagesse de compléter le yoga et puis de dire quand il fait chaud, quand il fait lourd, c'est inutile de faire des pratiques qui sont chauffantes. Ouais. Inutile de faire des pratiques qui sont excitantes parce que ça ne va faire qu'augmenter, qu'aggraver les déséquilibres. Enfin, déjà, faire émerger des déséquilibres. Et par exemple, l'été, là, on est en pleine période Pitta. Pitta, c'est l'élément c'est le dosha, c'est le principe de la transformation. Il y a beaucoup de Hmm. feu, mais on est aussi, et ça souvent on l'ignore, ouais, souvent c'est une ignorance, on est aussi en train de préparer déjà, alors on est début juillet, donc théoriquement on le prépare pas, mais on le prépare un peu tout le temps. On est déjà en train de préparer l'automne. Hmm. Et quand il y a un dosha qui a son apogée, eh bien, il y a un autre dosha qui est en train tranquillement d'augmenter par derrière pour ensuite être à son apogée plus tard. Ah oui. Et donc, Vata, c'est le principe de Hmm. du mouvement. Lui, il va plutôt régner fin d'été, automne. Et on est déjà en train de le préparer. Et si on a une pratique qui est chauffante et en plus qui est pleine de mouvements, et souvent l'été, c'est ça, on bouge beaucoup, on en profite, on a enfin du temps pour Hmm. voyager, pour aller voir des gens, pour faire des activités qu'on n'a pas le temps de faire durant l'année, eh bien, ce sont des pratiques, des activités qui vont et aggraver Pitta et aggraver Vata. Donc, au contraire, l'Ayurveda nous dit, prenez le temps, moins de mouvements. Ce qui est Hmm. assez logique parce que on se disperse, on s'échauffe et on s'assèche. Et on le sent, hein, les gens, à la fin des vacances, ils disent, au sortir de l'été, ils disent, oh, je suis épuisé, j'ai la peau sèche, ils ont une espèce d'effet rebond où ils se sentent complètement épuisés nerveusement et physiquement à l'automne. Mais ça, c'est quelque chose qu'on prépare déjà durant l'été. Ah oui, Donc je fais attention à ça. d'accord. Et tu conseilles du coup aussi de veiller à ça, d'essayer de ralentir vraiment pendant l'été. Exactement. Et on aurait Hmm. plutôt tendance à ralentir durant l'hiver parce qu'on se sent Oui. un peu paralysé par le froid. Par le froid et la raclette, en fait, j'ai confiné. On a tendance à rester chez soi un petit peu confiné. Et au contraire, l'hiver, alors après, ça dépend des constitutions ayurvédiques, hein. Il y a des gens qui ont besoin de plus d'activité, d'autres qui ont besoin de plus de lenteur.
Ça dépend de sa constitution et de ses déséquilibres. Il faut toujours respecter les déséquilibres pour ne pas les augmenter et pour les apaiser. Mm. Mais l'hiver, ce serait l'hiver, fin de l'automne éventuellement, début du printemps. C'est plus des moments où on peut être très, très actif. Où on doit Ouais. faire bouger la machine pour pas tomber dans la congestion, Mm. le repli sur le canapé devant Netflix, ce genre de choses, quoi. Tandis Ouais. que l'été, ben, ça appelle à plus de lenteur, plus de pratiques rafraîchissantes, apaisantes, adoucissantes, Mm. euh, pour pas faire exploser tous les systèmes, en fait. Ouais, d'accord. Ah, merci. Je voulais te poser une question un peu plus pratique. Quel matériel tu emportes quand tu pars en vacances et que tu n'es pas chez toi, du coup? C'est très simple, j'essaye de faire léger. Je prends une sangle, une Mm. balle de tennis, une brique et une frite. Et un tapis? Ou- Pas forcément. Ah, d'accord. Parce que souvent, il y a le sol ne me dérange. Enfin, voilà, être allongé au sol, ça me suffit souvent. Parfois, il y a des tapis aussi, là où je vais. Hein. Pas des tapis de yoga, mais des tapis, ça me va aussi. Mais pas forcément un tapis. Ah oui, d'accord. Assez rarement un tapis. Et finalement, j'arrive à avoir une pratique satisfaisante sans tapis. D'accord. Ok. Mais en tout cas, les autres, donc balle de tennis, sangle pour faire notamment mettre en croix, c'est ça? Mettre la sangle en croix? Ou Alors, pas je peux faire forcément? la sangle en croix, je peux faire Supta Padangusthasana, je peux Oui. faire des étirements, des mobilisations de la ceinture scapulaire aussi avec une sangle. Voilà, plein de choses au niveau de la ceinture scapulaire. Supta Baddha Konasana avec la sangle autour du Oui. bassin, autour des Ouais. pieds. Me relier les pieds, faire un Shavasana avec les pieds reliés. M'asseoir avec les pieds liés aussi en Vajrasana pour travailler l'alignement des chevilles et la voûte plantaire. Hmm. Euh, la brique, elle me permet de faire la posture du demi-pont, c'est tout Bandhasana. Hmm. Je la mets sous le dos aussi, où je peux travailler la ceinture scapulaire avec la brique entre les mains. Il y a toujours des chaises hein, partout, donc Oui, c'est ça. la chaise, donc c'est pratique. La frite, je l'utilise évidemment sous la courbe lombaire, mais je l'utilise aussi sous le dos et sous le sacrum. Et, euh, D'accord. et puis parfois entre les mollets et les cuisses, ça j'aime pas trop, mais ça fait du bien. Et puis la balle de tennis, la balle de tennis, elle est super intéressante pour détendre un piriforme, pour Hmm. détendre le carré des lombes, pour placer au niveau du dos. Ça, j'aime Hmm. une hanche. D'accord. Voilà. Ok, d'accord, merci beaucoup. Si jamais tu oublies ton matériel, ou alors, je sais pas, tu ne l'as pas avec toi à un moment, comment tu t'adapterais? J'ai l'habitude soit d'oublier mon matériel, soit de ne pas l'utiliser. Et il y a plein de façons de faire du yoga. Une chaise, une table, un meuble, un mur, on peut faire des postures assez simples, mais finalement assez engageantes. La demi-pince. Moi, j'aime bien faire la demi-pince et la pince, pour travailler la tonicité des jambes. Avec la balle de tennis, j'oubliais. Alors ça, c'est pour revenir à la question précédente, évidemment, le travail de mobilisation, tonification d'une jambe, on fait rouler la balle sous un pied, ça c'est un must. Oui, Mais sans matériel, je travaille pas mal sur la chaise, je travaille pas mal, même sans matériel aucunement, faire des fentes basses, des fentes hautes, des guerriers, la posture de la flexion, jambes écartées, ce genre de choses. On n'a pas besoin de matériel automatiquement pour faire des postures, mais ça demande d'être dans la conscience de toute façon, avec ou sans matériel. hmm, Donc d'accord. voilà. Oui, ok, merci beaucoup. Je suis bien d'accord. Est-ce que tu as des petits gestes ou rituels qui t'aident à rester en lien avec ton corps, même quand tu ne fais pas de posture ou de yoga au sens classique? La conscience. Hmm. La conscience de mon souffle, la conscience de ma posture. Ouais. C'est vraiment la base pour Hmm. moi. Déjà, la conscience de la posture et de l'aplomb, c'est quelque chose qui m'a vraiment permis de sentir que je pouvais me recentrer. Alors déjà, ne plus avoir mal au dos. Et puis, ce qui me permet de me recentrer facilement et d'être en présence et pas dans la précipitation face au monde. Et puis le souffle, forcément, un souffle conscient, où parfois je peux faire des petits pranayamas, des respirations conscientes, respiration alternée sans me boucher le nez, ou la respiration de l'abeille, ou la Oui. respiration du Ujjayi. Ça me permet vraiment aussi de me sentir relié à ce que le yoga nous apporte,
une petite mudra au passage, une hasta mudra, un geste des doigts. Et puis l'attitude aussi. Alors la posture, l'aplomb, la respiration consciente, tout ça, ça amène aussi à une posture consciente mentale, à Ouais, une forme de disponibilité où quand on est là posé en soi, c'est déjà une forme de yoga. ouais, ouais, exactement. Mm. Ouais. Qu'on soit seul ou en interaction avec autrui. Et donc toutes les activités qu'on va faire, on peut les faire de façon yogique, au sens Mm. large du terme, que ce soit aller se promener, faire du jardinage, lire un livre, écouter de la musique, ne rien faire aussi, parce que c'est une très chouette activité, ne rien faire. Aller se baigner, voilà, tout ça, être avec des amis. Ouais. Et justement, pour revenir au fait de ne rien faire, est-ce que tu fais attention à ça l'été, quand tu veilles à ne rien faire? Ça dure pour moi. C'est dur pour toi? Ah oui. Ouais, j'ai vraiment du mal à ne rien faire et j'ai vite tendance, ou en tout cas j'ai eu vite tendance à culpabiliser de ne rien faire et c'est plutôt éducationnel, hein. Mm. Je pense on est souvent éduqué à faire des choses et puis on est dans une société où il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut accomplir des choses. Il faut prouver au monde qu'on est actif et qu'on n'est pas oisif. Mm. L'oisiveté, c'est créatif. Moi, j'ai une tendance rêveuse. Enfin, j'ai un naturel rêveur contemplatif et j'ai eu tendance à l'ignorer pendant des années parce que c'était assez pointé du doigt d'être rêveur. Mm. Et le yoga et l'Ayurveda, beaucoup m'ont poussé à reprendre du temps pour moi. Par exemple, lire, alors lire un livre, c'est pas de l'oisiveté finalement, c'est assez actif. Mais prendre le temps de ne pas faire quelque chose pour sa profession, par exemple, ou pour sa Oui. famille, pour sa maison, ça c'est vraiment quelque chose de précieux. Alors j'encourage tout le monde à avoir des temps de rien, des temps de se poser, des temps de se balader ou même pas se balader, de contemplation. Oui, contemplation, Ouais. justement. J'aime beaucoup ce mot et je sais que notre enseignante Catherine Bélière aussi en parlait dans un des cours que j'avais suivi. Mais oui, oui, c'est vraiment important de prendre ce temps. Il y a quelque Mm. chose que j'aime particulièrement faire l'été, parce que j'ai des parents qui habitent en Vendée, donc j'ai la chance de pouvoir aller les voir l'été et d'aller voir l'océan. Moi, je suis née au bord de l'océan, c'est un élément qui est très important pour moi, Mm. qui est vraiment ancré dans on appelle ça le satmia en Ayurveda, c'est tout ce qui fait partie de notre équilibre dans lequel on a grandi, dans lequel on s'est développé enfant, et ce sont tous les éléments qui participent de notre équilibre. Donc moi, c'est l'océan. L'océan et la montagne aussi, mais beaucoup l'océan. Et je pense que ça parle à beaucoup de personnes, Mm. se retrouver face à l'océan, soit les pieds dans le sable, soit les pieds dans l'océan, et ne rien faire, juste contempler ce mouvement des vagues, mais ça pourrait être s'allonger dans l'herbe, regarder les nuages passer, s'asseoir, faire une randonnée dans les Vosges, dans les Alpes, dans le Jura et dans les Pyrénées ou Mm. ailleurs, et s'asseoir et juste contempler. Contempler sans, sans analyser, sans chercher à faire de techniques de visualisation, de méditation ou que sais-je, et juste être présent à ce qui se passe là en face de soi, c'est Ouais. Mais ouvrir nos sens, c'est ça, c'est aussi écouter. Ouais, c'est ça, sentir. Non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est je ça suis aussi. parfaitement d'accord, ouais, c'est se laisser traverser par les choses Mm. et arrêter de rentrer en communication, arrêter de vouloir absolument pénétrer les choses. Ça, c'est une expression qui me vient d'un humoriste. J'avais bien aimé pénétrer, il parlait de pénétrer le monde de façon très active, très masculine, Ah très oui. active. Et arrêter, il y a un adjectif en Ayurveda qui détermine entre autres l'élément du feu et qui détermine Pitta, le principe de transformation, c'est Tikshna. Et Tikshna, on le traduit par pénétrant. Un côté très vif, très Ah acéré. oui. Je fixe les choses, je les vois, je les analyse, je les percute en fait, Mm. et je les comprends. Et arrêter comme ça, de percuter les choses et accepter de se laisser traverser. Ça, pour moi, c'est vraiment la contemplation et c'est ouvrir ses sens et ouais, se laisser traverser par le monde. Ouais, ouais, c'est joli, c'est très beau. Moi, j'ai un problème aussi, c'est que quand je marche dans la rue, quand je vais chercher ma fille à l'école, j'ai du mal à m'empêcher d'écouter un podcast. Voilà, comme si je voulais remplir ce moment alors que c'est agréable aussi juste de profiter, voilà, de marcher, mais non, il faut toujours que j'écoute un podcast. Donc, ouais, j'essaye de temps en temps de pas le faire, quoi.
Parce que je pense que c'est important aussi, juste d'avoir du temps comme ça de marche. Oui, c'est ça, de regarder les choses autour de soi, voilà, écouter. Oui, je pense qu'on est dans une société qui pousse à rendre très efficient chaque moment de sa vie. Mm, Euh, quand on cuisine, on peut écouter un podcast. Alors c'est vrai, c'est des choses qu'on peut proposer aussi parfois, même nous, les profs de yoga, tiens, si tu fais une posture chez toi et que tu as du mal à la tenir, mets un morceau de musique. Parce que c'est une approche, on est obligé d'occuper ses sens pour tenir dans la durée, et pour ne pas s'ennuyer. Alors que l'ennui a des vertus et la l'oisiveté, la réceptivité au rien ou à ce qui vient, ça a des vertus. Mais c'est vrai, c'est difficile parfois de ne pas faire quelque chose. mm. Oui, oui, c'est ça, c'est vraiment difficile, ouais. Oui, c'est un travail assez long, comme justement avoir une bonne posture aussi, quoi. C'est ça, c'est toujours, je trouve, ouais, c'est un travail de longue haleine, mais qui vaut le coup, je pense, pour être plus présent à soi, quoi, de toute façon. Oui, et puis ça nous permet de sentir qu'en fait, ce travail, cette attention qu'on porte à ces détails, de la posture, de, de notre posture en général, c'est ça le yoga en fait. Le Mm, but n'est pas d'être dans la perfection, d'enfin une posture ou d'un aplomb ou d'une attitude. C'est le cheminement qui est intéressant. Moi, c'est le mm. cheminement qui m'intéresse. C'est ça que je trouve touchant d'ailleurs chez mes élèves. Je pense que tu vois aussi des très beaux cheminements chez tes élèves Oui. des chemins de transformation, des tâtonnements qui nous Mm, font écho aux nôtres. Et moi, je trouve ça magnifique. Les gens mm. qui voilà, prennent parfois des chemins de traverse, puis qui reviennent. Et ça, c'est beau. Oui, c'est vrai. Bah, merci beaucoup, Gwenaëlle. Pour quelqu'un qui culpabiliserait de ne pas assez faire de yoga en vacances, est-ce que tu auras des conseils, quoi? En tout cas, ou qu'est-ce que tu aurais envie de dire à cette personne? Alors, je pense que quand on est prof de yoga, on a toujours tous nos élèves qui nous disent j'arrive pas, c'est difficile. Et c'est vrai, c'est difficile. D'ailleurs, nous, on le sait, c'est difficile. C'est pas parce qu'on est prof de yoga que c'est plus facile. Le conseil que je donne à mes élèves, généralement, c'est de choisir une à deux postures. Deux postures, c'est déjà pas mal. Choisir une posture, pas forcément celle qui nous fait le plus plaisir. Ou alors, si on en choisit deux, une qui nous fait plaisir, une qui nous fait pas plaisir, mais on sait que ça nous fait du bien. Et de s'y tenir, quand je dis tous les jours, c'est pour qu'on le fasse au moins 5 jours sur 7. Ouais, Tenir tous les jours. Et arrêter de se dire, je vais faire 1 heure de yoga, ou même oui. 1 heure de yoga par semaine. C'est pas vrai, on le fera pas. Il y aura toujours un apéro qui va arriver ou autre chose, ou n'importe quoi, un imprévu, on va se trouver des excuses. Mais il y a quand même une question de discipline. On est obligé d'en passer par une forme de discipline et de rigueur. Et, euh, et dépasser ce moment où c'est difficile, c'est là où enfin la pratique s'ancre et on se dit, mais ces 10 minutes que je consacre à ma pratique quotidiennement, finalement, ça va. C'est comme se Mm, brosser les dents. On ne pourrait pas se brosser les dents. Enfin, il y a des gens qui ne se les brossent pas, mais majoritairement, on se les brosse. Et on s'est conditionné à se brosser les dents. Ça mm. nous prend quand même 2 fois 3 minutes, voire 3 fois 3 minutes par jour. C'est pas mal. On peut prendre ce temps-là. Donc, trouver le Euh, bon moment pour soi, même si, parce que parfois on va dire le matin tôt, c'est super, c'est la meilleure pratique. En fait, le meilleur moment, c'est le moment qui nous convient. Parfois, pour certaines personnes, ce sera toujours le même moment, et pour d'autres personnes, ce sera un peu fluctuant, mais se dire chaque jour, j'ai ce temps qui est pour moi, où je fais cette posture, ces deux postures, ou une posture et un pranayama, ou une assise silencieuse et consciente, et une posture, et juste ça. Et pour moi, c'est le début, ça permet d'enclencher quelque chose de plus grand et de plus vaste. oui. Comme tu parlais du fait de se laver les dents, de se brosser les dents, moi je trouve que maintenant, voilà, on a tellement pris cette habitude qu'on peut plus s'en passer. En fait, ça serait insupportable de, voilà, d'avoir une journée avec les dents pas brossées. Et ben, je pense qu'avec ce type de pratique que tu encourages chez tes élèves, c'est un peu la même chose en fait. Je pense que quand on commence, justement, même si au début c'est de la discipline, bah après on peut plus s'en passer en fait. Notre corps il le réclame en fait au quotidien. Complètement, ça fait partie d'une hygiène. Mm, Ouais, d'une hygiène, d'un bien-être, d'un mieux-être, d'un équilibre pardon, global. Et, euh, et c'est là que la transformation commence. oui. Et ça reste dur, hein. Ça reste dur, même si on a une pratique quotidienne qui est ancrée. Et ben parfois on n'aura pas envie, il faudra quand même
peut-être se forcer un petit peu, Oui. se rappeler que, allez, on le fait. Je ne sais pas si tu connais Fabien Olicard. Alors, il Oui. est originellement mentaliste, mais il Mm. a écrit un bouquin sur la procrastination, Mm. que je sais D'accord. parce que j'aime bien la procrastination, ça me parlait bien. Et je ne l'ai pas fini. Ah. Ça dit tout de ma tendance à procrastiner aussi. Et lui, il dit quelque chose du style, mieux vaut un que zéro. Et donc, il vaut mieux que je fasse, si, alors je prends un exemple, je crois que c'est un exemple qui donne quelque chose de similaire. Si j'ai prévu de faire des 5 pompes ou 10 pompes par jour, il vaut mieux que j'en fasse une que zéro. Parce Ah que 10, oui. c'est peut-être trop. Et, Ouais. et donc, il vaut mieux que je le fasse une fois, mais tous les jours, que me dire, ah, tiens, je le fais 10 fois, et puis le lendemain, finalement, ah, mais j'ai des courbatures, le surlendemain, je le ferai le soir, puis je le fais pas, etc. Et ça, j'aime bien. J'aime bien cette façon de voir les choses, parce que c'est comme tu dis, ça devient une habitude, Mm. et on peut plus s'en passer quand on Ouais, fait c'est ça. les choses de cette façon. Mm. Bah, c'est une transition parfaite pour les questions que je voulais te poser ensuite. Je voulais savoir si, bah tiens, déjà, est-ce que tu aurais un livre à conseiller pour cet été? Euh, non. En fait, je suis une dévoreuse de livres et avec une très faible mémoire des titres. Et souvent, quand je lis un livre, je peux avoir envie de le recommander. Mais là, tu vois, je ne vais pas en recommander parce que pour moi, un livre, il y a quelque chose d'intime et euh, il y a plein de livres qui... Enfin, les livres, c'est très personnel, c'est très intime. Et il y a des livres, enfin, je trouve qu'il y a une tendance à lire des livres sur le développement personnel, même sur la spiritualité, sur le yoga. C'est pas forcément nécessaire, je trouve, pour un chemin, dans un chemin yogique. On peut lire des livres, des romans, des essais, des albums pour enfants qui parfois sont très Mm. très beaux. Donc j'ai pas forcément d'ouvrages à recommander. Tu vois, moi en ce moment, je peux lire pour me détendre des romans policiers, donc je vais peut-être pas les recommander. C'est pas- dans beaucoup de livres, peu importe le genre, peu importe le style, peu importe le public euh, à qui ça s'adresse, je trouve qu'on peut trouver des petites pépites qui s'adressent directement à notre âme. Mm. Et c'est ça qu'il faut considérer. Donc, ce que je peux recommander, c'est aller chez votre libraire préféré, Mm. privilégier les petites librairies, et discuter avec votre libraire et flâner dans la librairie et feuilleter, lisez les quatrièmes de couverture et choisissez un livre qui vous plaît et qui vous attire, peut-être parce que c'est une jolie couverture ou la quatrième de couverture est plaisante ou voilà, quelque chose qui vous attire et faites-vous plaisir avec ça. Mm. Donc c'est ça que je recommande plus. Ah ben merci, merci pour ce beau conseil. Est-ce que tu aurais sinon, je sais pas, une phrase inspirante, un mot, une intention à partager? Ouais, pareil, je suis pas très forte en ça. Ça m'arrive parfois d'en partager sur les réseaux sociaux, mais Oui, parce que je l'ai noté dans un coin mais après, sincèrement, je les oublie. Euh, d'accord. De toute façon, je partagerai tes réseaux sociaux dans les notes de cet épisode, donc les personnes pourront aller voir. Et est-ce que tu as d'autres passions en dehors du yoga, de l'ayurveda, du Wo Tai? oui, Mhm. beaucoup de passion. Ouais. Euh, par exemple, j'ai fait des études de lettres assez poussées. J'avais commencé un doctorat. Donc, Ah ouais. un de mes projets, c'est de reprendre mon sujet de doctorat, c'est de la littérature comparée. Donc, euh, la littérature comparée, c'est le fait de confronter des œuvres à travers une thématique commune. Donc, c'est des œuvres qui sont de continents différents, d'époques différentes. Et c'est une discipline assez riche parce qu'on peut convoquer plein d'autres disciplines, de l'histoire, de la géographie, de la sociologie, de la philosophie, euh, Mhm. parfois des mathématiques, que sais-je, pour enrichir la réflexion autour de cette thématique. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Et en fait, mes pratiques de yoga, de Wutai, d'Ayurveda, je me suis rendu compte que ça enrichissait ma thématique de doctorat et que Ah ça oui. donnait du sens. J'ai fait beaucoup de musique aussi. J'ai fait du violon et j'ai failli Ah, faire mon métier. ah ouais. Et en fait, comme
Je suis pas une personne qui a une passion, mais j'en ai plusieurs. J'en ai pas fait. Alors aussi parce que le monde de la musique est un petit peu un vrai panier de crabes. Mm. Et j'avais pas envie d'être dans un milieu compétitif. J'en ai pas fait mon métier, puis j'avais envie de faire d'autres choses. Mais oui, la musique m'accompagne énormément. Et le dessin, j'adore énormément la lecture, j'adore l'écriture, j'adore le Mm. dessin. J'aime nager, voilà. Mm. J'aimerais tellement pouvoir me plonger aussi dans un véritable jardin, faire une forêt jardin, une forêt nourricière chez moi. Voilà, c'est ce genre de choses. J'aime bien les choses très, très contemplatives en fait. Ouais. Merci beaucoup, Gwenelle, vraiment pour cet échange. J'ai trouvé ça passionnant et je suis sûre que les auditeurs, auditrices trouveront ça aussi passionnant. En tout cas, en retireront plein de choses. Donc, je vais indiquer dans les notes de l'épisode où on peut te retrouver. Et puis, écoute, je te souhaite un très bel été et à bientôt. Merci beaucoup, Gwenelle. Merci à toi, Bérangère. Je te souhaite aussi un très bel été. Merci, c'est gentil. Au revoir. À bientôt. J'ai beaucoup aimé cette conversation avec Gwenaëlle, j'espère que toi aussi. J'en retire plein de choses en fait, mais si je dois les résumer, je dirais d'abord l'importance de ralentir en été, même si on a tendance à vouloir faire plein de choses, à vouloir faire toutes les choses qu'on n'a pas le temps de faire pendant l'année. Eh bien, le temps chaud, voilà, les températures, ce dont notre corps a besoin, tout ça, ça nous indique plutôt qu'il faudrait aller vers quelque chose de plus doux. Voilà, en été aussi, on peut se donner le temps donc de contempler, de ne rien faire, de s'écouter. Et puis, Gwenaëlle aussi a donné des idées pour pratiquer pendant l'été, des idées de posture, des idées d'accessoires à emporter ou de choses qui peuvent remplacer les accessoires qu'on n'aurait pas ou qu'on aurait oubliés. Encore un grand merci à Gwenaëlle pour tout ce qu'elle a partagé. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça me motive énormément à continuer. Merci beaucoup pour tout et puis à mardi prochain pour un nouvel épisode. Je vous souhaite un très bel été.